La villa de Neuilly-sur-Seine se dressait sous un ciel parisien d'un gris uniforme, ses immenses baies vitrées reflétant un monde sans couleur. À l'intérieur, l'architecture minimaliste, tout en marbre blanc et en acier brossé, créait une atmosphère de galerie d'art aussi somptueuse que glaciale. Chaque meuble design, chaque objet d'art était à sa place, impeccable, mais la maison restait désespérément silencieuse. Le deuil récent de la matriarche flottait dans l'air, un poids invisible qui cesse était installé dans chaque recoin, rendant les vastes espaces encore plus vides. C était un lieu où la richesse matérielle criait son opulence, mais où le cœur, lui, semblait avoir cessé de battre. Le luxe n'arrivait pas à masquer le vide profond, une tristesse qui résonnait contre les murs froids et impersonnels de ce mausolée moderne, transformant ce qui devait être un foyer en une simple vitrine de succès. Au centre du grand salon, Antoine Dubois, PDG millionnaire à la posture impeccable, observait la scène qu'il avait lui-même orchestrée. Son costume sur mesure ne laissait paraître aucun pli, tout comme son visage, qui trahissait rarement une émotion. Assis sur un canapé en cuir blanc, son fils de 7 ans, Léo, paraissait encore plus petit, perdu dans des vêtements de marque qui semblaient trop grands pour lui. Face à lui, 3 femmes élégantes, choisies avec le même soin qu'il mettait à conclure un contrat, forçaient des sourires éclatants. Elles étaient de belles, riches, sophistiquées, et chacune représentait une solution logique aux problèmes de son fils. Antoine prit alors la parole, d'un ton calme et direct, comme s'il menait une réunion de conseil d'administration. « Léo, l'une de ces femmes sera ta nouvelle maman. Je veux que tu choisisses celle que tu préfères. » La pression dans la pièce devint presque palpable. Les 3 prétendantes se penchèrent en avant, présentant des cadeaux onéreux et des promesses de voyages exotiques, leur voix mielleuse tentant de séduire un enfant qui ne désirait rien de tout cela. Léo, le visage pâle, sentit ses yeux s'embuer. Il ne regarda ni les poupées de collection, ni les tablettes dernier cri. Son regard balaya la pièce, passant sur les visages souriants mais étrangers, jusqu'à ce qu'il croise celui de Élise, la gouvernante. Elle se tenait à l'écart, près de la porte, son expression mêlée de pitié et de tristesse pour le petit garçon. Dans ce regard, Léo trouva une lueur de réconfort familier. Alors, dans un élan de désespoir et de pureté enfantine, il se leva, courut à travers le salon, ignorant les 3 femmes stupéfaites, et alla s'agripper aux jambes de Élise, son visage enfoui dans son uniforme. Le silence qui suivit fut plus lourd que jamais. Seuls les sanglots étouffés de l'enfant le brisaient. Puis, d'une voix tremblante mais parfaitement audible, Léo s'adressa à son père sans même se retourner. « Je choisis Élise. C'est elle qui s'occupe déjà de moi. » Cette simple phrase fit l'effet d'une déflagration. Les sourires des prétendantes se figèrent, se transformant en masques de pure humiliation. Le visage d'Antoine, habituellement si maîtrisé, se décomposa en un mélange de stupeur, de honte et de colère contenue. Son plan parfaitement logique venait de voler en éclats, détruit par une vérité que l'argent ne pouvait ni acheter, ni contrôler. Parfois, la voix d'un enfant est la seule capable de briser les murs que nous construisons autour de notre cœur. Si vous croyez en la force de ces histoires, votre inscription nous aide énormément à continuer de les partager. La colère d'Antoine monta, froide et tranchante comme l'acier brossé qui décorait sa villa. Il ne voyait pas le désespoir de son fils, mais une humiliation publique, une fissure dans l'image de perfection qu'il s'efforçait de maintenir. D'un geste sec, il ordonna à Élise de raccompagner Léo dans sa chambre, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Les 3 prétendantes, le visage déformé par le mépris, se levèrent avec une dignité feinte, murmurant des excuses polies qui ne masquaient en rien leur indignation. Elles quittèrent la villa comme des actrices, quittant une scène où elles avaient perdu le premier rôle, laissant derrière elles un silence encore plus lourd et glacial qu'auparavant. Antoine resta seul au milieu du salon, le poing serré, son plan si logiquement conçu réduit en cendres par la vérité désarmante d'un enfant. La maison redevint un mausolée, non plus seulement de deuil, mais aussi de honte. Pour Antoine, la réaction de Léo N n'était pas un cri du cœur,
mais une défaillance du système, un bug dans sa programmation paternelle. Il passa la soirée à analyser la situation comme un bilan d'entreprise. Élise était une variable imprévue, une employée qui avait outrepassé ses fonctions. Dans son esprit cartésien, la solution était évidente. Il fallait éliminer la variable pour restaurer l'ordre. Il se convainquit que la gouvernante avait, d'une manière ou d'une autre, manipulé son fils. Comment un enfant pouvait-il préférer une domestique à des femmes de son rang, belle, intelligente et fortunée? Était-il logique, donc impossible? Cette conviction, née de l'orgueil et de la peur du jugement social, le conforta dans sa décision. Il ne cherchait pas à comprendre le besoin de son fils, mais à protéger sa propre réputation, le fameux « qu'en dira-t-on » qui régissait sa vie. Élise, quant à elle, avait passé sa vie dans l'ombre discrète du service. Orpheline très jeune, elle avait appris à se fier à sa propre résilience, trouvant une satisfaction silencieuse à prendre soin des autres. Elle habitait un petit 2 pièces dans une banlieue parisienne, un monde à des années-lumière du luxe, aseptisé de Neuilly-sur-Seine. Son appartement était modeste, mais rempli de la chaleur des livres d'occasion et des plantes vertes qu'elle soignait avec amour. Pour elle, Léoen n'était pas simplement une partie de son travail, il était un petit garçon perdu qui lui rappelait sa propre solitude d'enfant. Elle lui lisait des histoires, non pas parce que C était dans sa fiche de poste, mais parce que le voir sourire un instant apaisait une vieille blessure en elle. Elle n'avait jamais rien demandé, n'avait jamais cherché à prendre une place qui n'était pas la sienne. Le lendemain matin, Antoine convoqua Élise dans son bureau. La pièce, avec sa vue panoramique sur Paris, semblait conçue pour intimider. Il ne lui offrit pas de siège. D'un ton détaché, comme s'il mettait fin à un contrat avec un fournisseur, il lui annonça son licenciement avec effet immédiat. Il parla de frontières professionnelles et de confusion regrettable, des termes vides de sens qui ne servaient qu'à masquer sa propre lâcheté. Il lui tendit une enveloppe contenant une généreuse indemnité, croyant, comme toujours, que l'argent pouvait tout régler, tout effacer. Élise ne pleura pas, ne protesta pas. Elle se contenta de hocher la tête, sa dignité intacte face à cette injustice. Elle ne pensait ni à l'argent, ni à l'humiliation. Sa seule pensée allait vers Léo, qu'elle laissait derrière elle, seule dans cette immense cage dorée. C'est dans ces moments de profonde injustice que la vraie force d'une personne se révèle. Si ces récits de dignité silencieuse vous touchent, votre abonnement nous donne les moyens de continuer à les mettre en lumière. Élise quitta la villa sans un regard en arrière, emportant avec elle le peu de chaleur que ses murs avaient connu. Pour Léo, son départ fut plus dévastateur encore que la mort de sa mère. Cette dernière avait été une absence douloureuse, mais le départ d'Élise était un abandon, une trahison orchestrée par son propre père. Le petit garçon se mura dans un silence absolu. Il refusa de manger les plats préparés par la nouvelle cuisinière. Il laissa ses jouets high-tech prendre la poussière dans sa chambre immense et il cessa de répondre aux questions de son père. Son silence était une arme, un bouclier, un cri assourdissant que personne ne semblait entendre. Les jours se transformèrent en semaines. La villa du Bois devint le théâtre d'une guerre froide entre un père et son fils. Antoine, fidèle à sa méthode, tenta de résoudre le problème avec des ressources extérieures. Il engagea les meilleurs pédopsychiatres de Paris, des hommes et des femmes au discours rassurant qui repartaient avec des chèques importants, mais sans avoir réussi à obtenir un seul mot de Léo. Il remplit la chambre de son fils de cadeaux toujours plus extravagants, des consoles de jeux, un poney, des billets pour des parcs d'attractions. Chaque tentative était un échec de plus. Chaque cadeau refusé un rappel de son impuissance. Il ne comprenait pas que Léo ne voulait rien de tout cela. L'enfant ne faisait pas un caprice. Il était en deuil d'une présence, d'un réconfort, d'un amour simple et authentique. La pression sociale commença à s'exercer sur Antoine. Les rumeurs allaient bon train dans son cercle d'amis et de partenaires d'affaires. On parlait de son fils comme d'un enfant, difficile, perturbé. Certains le plaignaient, d'autres le jugeaient.
insinuant que son incapacité à gérer sa propre famille était peut-être le signe d'une faiblesse plus profonde. Pour un homme dont l'image publique était tout, cette situation était intolérable. Il devint irritable, distant, passant de plus en plus de temps à son bureau, fuyant cette maison qui était devenue le miroir de son échec le plus personnel. Il était débarrassé de Élise pour sauver les apparences, mais il avait en réalité déclenché une crise qui menaçait de tout détruire de l'intérieur, exposant le vide sur lequel il avait bâti sa vie. L'état de Léo, lui, se détériorait visiblement. Il perdit du poids, son visage devint pâle, et ses grands yeux expressifs étaient maintenant cernés, vides de toute lumière. L'infirmière de l'école convoqua Antoine, lui parlant avec une inquiétude non dissimulée d'un possible état dépressif. Le mot « dépression », appliqué à son propre fils de 7 ans, frappa Antoine avec la violence d'un coup de poing. Était un concept abstrait, une faiblesse qu'il associait aux autres, pas à sa propre lignée. Ce soir-là, il entra dans la chambre de Léo et le trouva assis par terre, fixant le mur, indifférent à sa présence. Pour la première fois, la carapace d'Antoine se fissura. La colère et l'orgueil laissèrent place à une émotion nouvelle et terrifiante. La peur de perdre son fils, pour de bon. Cette peur fut le premier pas d'un changement intérieur. Antoine commença à voir au-delà de sa propre humiliation. Il revoyait la scène du salon, non plus comme un affront, mais comme un appel au secours. Il se souvenait des moments où, par hasard, il avait vu Élise et Léo ensemble, elle lui racontant une histoire avec des voix amusantes, lui apprenant à faire ses lacets, ou simplement posant une main rassurante sur son épaule quand il semblait triste. C'étaient des détails insignifiants à l'époque, des tâches qu'il payait quelqu'un pour accomplir. Il réalisait maintenant qu'il ne payait pas pour des tâches, mais pour une affection que lui-même était incapable de donner. Cette prise de conscience était douloureuse, car elle le forçait à admettre sa propre faillite en tant que père. Il se mit à observer son fils différemment, cherchant des indices, des clés pour comprendre ce monde intérieur qui lui était devenu totalement étranger. Il se rappelait les paroles de son fils, si simples et si puissantes. « C'est elle qui s'occupe déjà de moi. » Ce « haine » n'était pas une accusation, mais un simple constat. Léo n'avait pas rejeté son père, il avait simplement choisi la seule source de chaleur et de sécurité dans son univers froid et solitaire. Antoine comprit que pour reconstruire le pont qui le séparait de son fils, il ne devait plus imposer ses solutions, mais écouter, vraiment écouter, ce que le silence de Léo essayait de lui dire. La logique des affaires ne fonctionnait pas ici. Il fallait un autre langage, un langage qu'il avait oublié depuis longtemps, celui du cœur. Parfois, le plus puissant des messages est celui qui se passe de mots. Le chemin vers la compréhension est souvent long. Si vous souhaitez nous accompagner dans ces voyages de transformation, vous abonner est le plus précieux des soutiens. Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Il resta assis dans le salon silencieux, la villa opulente lui paraissant soudain absurde et vide. Il était un roi régnant sur un royaume de solitude. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il avait échoué dans la seule chose qui comptait vraiment. Il ne savait pas encore comment réparer les dégâts, mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Une décision commençait à germer dans son esprit, une décision qui allait à l'encontre de tout ce qu'il représentait, son orgueil, son statut, ses certitudes. Il allait devoir faire un pas en arrière, admettre son erreur. Le déclic se produisit dans le silence assourdissant de la chambre de Léo. En cherchant un indice, une explication à ce mutisme qui le rongeait, Antoine tomba sur une feuille de papier froissé, cachée sous l'oreiller. Était un dessin d'enfant, simple et maladroit, réalisé avec des crayons de couleur aux teintes vives. 3 personnages se tenaient la main sous un grand soleil jaune. À gauche, un homme en costume, reconnaissable à sa grande taille. Au milieu, une femme aux cheveux bruns, avec une auréole au-dessus de la tête, sans doute sa mère défunte. Et à droite, une autre femme, plus petite, avec un sourire bienveillant, Élise. En dessous,
écrit d'une main tremblante, une seule phrase, « Ma famille ». Pour la première fois de sa vie d'adulte, Antoine sentit ses genoux fléchir. Ce simple morceau de papier venait de détruire toutes ses certitudes, exposant la vérité crue qu'il avait refusé de voir. Il quitta la villa sans un mot pour le personnel, conduisant lui-même sa voiture de luxe à travers les rues impeccables de Neuilly. Mais cette fois, le paysage opulent ne lui offrait aucun réconfort. Il se sentait comme un étranger dans son propre monde, un imposteur dont la fortune ne pouvait masquer la faillite émotionnelle. Il prit le périphérique, laissant derrière lui les façades haussmanniennes pour s'enfoncer dans le labyrinthe des banlieues parisiennes, là où les bâtiments étaient plus modestes, mais où la vie semblait plus authentique. Chaque kilomètre parcouru était un pas de plus loin de son orgueil, un pas de plus vers une humilité qu'il n'avait jamais connue. Il ne suivait pas un GPS, mais l'adresse qu'il avait obtenue de son service des ressources humaines, une adresse qui représentait son unique espoir de rédemption. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble D. Élise, il resta un instant dans sa voiture, le contraste le frappant de plein fouet. C était un bâtiment simple, propre mais sans prétention. Il monta les escaliers, son costume sur mesure semblant déplacé dans cet environnement. Quand Élise ouvrit la porte, son visage passa de la surprise à une méfiance polie. Derrière elle, son petit appartement dégageait une chaleur que sa propre villa n'avait jamais eue. Une odeur de soupe de légumes flottait dans l'air, mêlée à celle des vieux livres. Antoine se sentit soudainement vulnérable, dépouillé de son statut. Il n'était plus le PDG millionnaire, mais simplement un père au bord du gouffre, venu supplier la seule personne capable de sauver son fils, et peut-être de le sauver lui-même par la même occasion. Sa voix, habituellement si ferme et commandante lors des réunions de conseil, était à présent hésitante, presque brisée. Il ne chercha pas d'excuses, ne tenta pas de rationaliser sa décision passée. Il la regarda droit dans les yeux, laissant tomber le masque qu'il portait depuis si longtemps. « Je vous demande pardon, Élise, » commença-t-il. « J'ai commis une terrible erreur. J'ai agi par orgueil. Par peur de ce que les autres penseraient, j'ai essayé d'acheter une mère pour mon fils, mais il m'a appris que l'amour ne s'achète pas, il se ressent. Je ne vous demande pas de revenir comme gouvernante. Je vous demande de revenir pour lui, pour nous. Il a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin d'apprendre à être le père qu'il mérite. » Ces mots étaient simples, mais chargés du poids d'une prise de conscience bouleversante. Élise resta silencieuse un long moment, scrutant le visage de cet homme qu'il avait si froidement congédié. Elle ne vit plus l'arrogance, mais une profonde détresse et une sincérité désarmante. Elle ne pensait pas à l'humiliation passée, ni à la victoire que représentait cette demande. Elle ne voyait que le visage triste de Léo, ce petit garçon qu'elle avait aimé comme s'il était le sien. Elle comprit qu'il ne s'agissait plus d'une question d'emploi ou de statut social, mais de la reconstruction d'un cœur d'enfant. D'un lent hochement de tête, elle scella sa décision, sa voix douce mais ferme emplissant le petit appartement. « Je reviendrai, » dit-elle simplement, « mais pour Léo, uniquement pour lui. » Était le début d'un nouveau chapitre, fondé non pas sur un contrat, mais sur la promesse fragile d'une famille à réinventer. Le retour d'Élise dans la villa de Neuilly-sur-Seine ne fut pas celui d'une employée, mais celui d'une pièce manquante qui retrouvait enfin sa place. Dès l'instant où Léo la vit franchir le seuil, un interrupteur sembla s'actionner en lui. Le silence pesant qui l'enveloppait depuis des semaines se brisa, d'abord par un sanglot de soulagement, puis par un mot murmuré, son prénom, Élise. Il se jeta dans ses bras, et pour la première fois depuis une éternité, un rire cristallin s'éleva dans le grand salon, chassant les fantômes du deuil et de la solitude. Antoine, observant la scène à distance, ne ressentit aucune jalousie, seulement une gratitude immense et une humilité nouvelle. Il comprenait que la maison n'avait pas besoin de marbre supplémentaire ou de œuvres d'art, mais de ce son, de cette chaleur. Était le début d'une lente reconstruction, brique par brique, sourire par sourire. Les semaines qui suivirent furent une période d'apprentissage pour tous. Élise, avec sa patience infinie, ne se contenta pas de s'occuper de Léo.
Elle réapprit à Antoine à être un père. Elle l'invita, sans jamais le forcer, à participer à leur quotidien. Ils commencèrent par des choses simples. Lire l'histoire du soir à deux voix, construire des châteaux en Lego sur le tapis coûteux du salon, ou même préparer un gâteau au chocolat dans la cuisine immaculée, la farine volant dans les airs et maculant les plans de travail en acier brossé. Antoine découvrit la joie simple de voir son fils couvert de chocolat, le bonheur de partager un secret murmuré à l'oreille. Il laissait son téléphone de côté, annulait des réunions. Lentement, l'homme d'affaires impitoyable laissait place à un père qui découvrait que les plus grands accomplissements de sa vie, étaient pas cotés en bourse, mais se mesuraient aux éclats de rire de son enfant. 2 ans plus tard, la villa N était plus reconnaissable. Non pas dans son architecture, mais dans son âme. Les murs blancs étaient désormais ornés des dessins colorés de Léo, et le silence avait été remplacé par le bruit de la vie. Antoine et Élise, unis par un amour profond et un respect mutuel, formaient désormais une famille solide, un trio inséparable. Mais le changement le plus significatif se trouvait au-delà des murs de leur maison. Profondément marqué par son expérience, Antoine avait utilisé sa fortune et son influence pour créer une fondation dédiée aux enfants en situation de détresse émotionnelle, offrant un soutien psychologique et matériel aux familles brisées par le deuil ou la solitude. Il avait transformé sa plus grande faille personnelle en sa plus grande force, donnant un sens nouveau à sa réussite, une résonance humaine à sa richesse autrefois stérile. Un dimanche après-midi ensoleillé, on pouvait les voir tous les 3 au jardin du Luxembourg, non plus comme un PDG et sa famille, mais simplement comme une famille. Léo, devenu un garçon confiant et joyeux, jouait près du grand bassin. Il aperçut un autre enfant, assis seul sur un banc, l'air triste. Sans hésiter, il s'approcha et lui tendit sa petite voiture, l'invitant à jouer avec un sourire désarmant. Élise et Antoine échangèrent un regard rempli de fierté et de émotion. La gentillesse qu'ils avaient semée portait ses fruits, se propageant au-delà d'eux. Leur histoire est un témoignage que les plus beaux héritages sont ceux du cœur. Si ces récits de reconstruction vous donnent de l'espoir, votre abonnement est le plus beau des encouragements pour que nous continuions à les partager.